Alors, Odile Fillot enchaîne avec une intervention intitulée « État des recherches de facteurs biologiques chez l'humain ». Elle est chercheuse indépendante à Paris en études sociales des sciences et de la vulgarisation scientifique, spécialiste des questions de sexe et de genre. Elle étudie la production et les usages de la littérature scientifique et plus particulièrement les biais présents dans la construction et la transmission des savoirs biomédicaux. Avec ses travaux en 3D, elle est à l'origine, en quelque sorte, de l'immense cliquelis rouge installé à Unimail en ce moment, comme je vous l'avais dit, accompagné d'outils pédagogiques. Odile Fillot, nous vous écoutons. Je sais pas. Tout va bien. Yes. Bonjour, je vais donc vous parler de l'état des recherches de facteurs biologiques de l'orientation sexuelle, plus précisément des recherches de prédisposition biologique en la matière chez l'être humain. Alors, ce que je vais présenter résulte d'un travail en études sociales des sciences, donc qui est l'analyse de la production et de la diffusion des connaissances scientifiques, pouvant inclure un examen de la robustesse de la production scientifique. J'applique cette démarche aux connaissances biomédicales sur le sexe et le genre, qui est mon principal domaine de recherche. Alors, comme il s'avère qu'on attribue souvent une portée exagérée aux études semblant pointer des facteurs biologiques en la matière, je dirais en 2 mots pourquoi. Ma présentation s'attachera plutôt à mettre au contraire en évidence les limites de ces études. L'objectif sera de répondre à la question de savoir ce qui est établi concernant ces facteurs et au-delà de donner quelques clés de compréhension de ce domaine de recherche afin notamment d'avoir des outils de recul critique vis-à-vis de certains discours assez présents sur le web et ailleurs. Alors pour ce faire, je commencerai par signaler quelques écueils de la littérature scientifique concernée. Je présenterai ensuite les pistes biologiques privilégiées et les données qui les confortent. Alors comme on a vraiment très peu de temps, je me limiterai à ce qui était considéré jusqu'à maintenant comme les 3 hypothèses les plus prometteuses et aux principales données citées à leur appui. Je ne présenterai pas non plus tous les détails qui sont inclus dans les diapos que vous pourrez consulter tranquillement après coup. Et il y aura aussi un document avec les références détaillées en fait, de tous les articles cités dans les diapos que vous pourrez consulter en ligne. Et je terminerai par une brève synthèse et mise en perspective. Donc, une première difficulté de ces études réside dans la définition de leur objet. En fait, qu'entend-on par orientation sexuelle et comment la mesure-t-on chez les sujets étudiés? Prend-on ce que les sujets disent qu'ils sont? Bon, ça a l'avantage d'être très simple, mais en fait, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. À comportement et désir identiques, certains se disent homo, d'autres hétéros et d'autres bi. Alors, est-ce plutôt défini par le comportement des sujets, c'est-à-dire le sexe de leur partenaire? Le problème, c'est que les contraintes sociales et matérielles font que le vécu sexuel n'est pas forcément en phase avec les désirs. De plus, on n'aura pas les mêmes réponses selon la période d'activité sexuelle prise en compte. Par exemple, si on demande toute la vie ou l'année écoulée, selon qu'on compte ou non les amours platoniques, ou encore selon ce qu'on considère comme une activité sexuelle. Alors, est-ce plutôt... Oups, c'est allé trop loin. Est-ce plutôt défini par le désir sexuel relatif éprouvé pour les personnes d'un sexe ou de l'autre? Bon, ça semble plus proche de ce qu'on comprend ordinairement par orientation sexuelle. Mais comment mesurer ça? Faut-il prendre en compte l'intensité, le type, la fréquence des désirs, se fier aux fantasmes, aux attirances ressenties dans la vraie vie, à l'excitation sexuelle suscitée par des stimuli érotiques contrôlés expérimentalement? Et puis si on utilise l'excitation, faut-il se fier à ce que les sujets disent ressentir ou bien à des mesures physiologiques, et si oui, lesquelles? Et sait-on au fond ce qui excite dans les stimuli utilisés? Une étude a ainsi trouvé chez des femmes visionnant des copulations animales des signes présumés d'excitation au niveau du vagin. Bon, il serait pourtant délicat de conclure qu'elles sont zoophiles. Alors, en fait, il n'y a aucun consensus sur ce qui serait la bonne définition opérationnelle de l'orientation sexuelle. Et donc concrètement, selon les études, on utilise l'une, l'autre ou une combinaison de plusieurs de ces définitions et avec des modalités de mesure qui sont elles aussi très variables. Or, l'orientation des gens peut différer vraiment très largement selon ce qu'on utilise.
Alors de plus, la catégorisation des sujets varie aussi. Même quand 2 études utilisent la même mesure, un hétéro dans une étude peut être un homo pour l'autre, simplement parce qu'elles n'ont pas placé au même endroit la frontière entre ces catégories. Enfin, il y a des biais qui affectent la qualité de la mesure, notamment des biais de déclaration induits par les normes sociales et des biais rétrospectifs, et puis des biais qui affectent la représentativité des échantillons. En particulier, les études ont souvent été faites dans certains pays occidentaux. Elles recrutent souvent les sujets homosexuels de sorte à en sélectionner des sous-populations particulières. Et puis, il n'est pas rare qu'elles excluent tous les sujets dont l'orientation est jugée pas assez extrême. Voilà. Ces problèmes constituent un premier point, je pense, vraiment important à avoir en tête quand on se demande ce qui ressort de la littérature scientifique, des études visant à mettre au jour des facteurs biologiques de l'orientation sexuelle. Je voudrais en souligner 3 autres. Le premier n'est pas propre à ce sujet. Il s'agit d'une multitude de défauts structurels, on va dire, de la production scientifique, que je ne détaillerai pas, qui font qu'on peut très facilement trouver écrit dans un article scientifique quelque chose qui n'est ni établi, ni même ne correspond à quelque chose d'une théorie consensuelle. C'est important de le rappeler compte tenu de l'utilisation de certains articles qui est faite parfois de bonne foi d'ailleurs. Ensuite, la recherche de facteurs biologiques de l'orientation sexuelle est liée à des croyances et des enjeux qui pèsent sur la qualité des recherches et sur celle de la communication de leurs résultats. Alors, il y a d'abord et surtout la croyance que des prédispositions différentes entre femmes et hommes ont été sélectionnées au cours de l'évolution. Alors, outre qu'elle induit un biais de confirmation en faveur des données confortant l'idée d'un déterminisme biologique, eh bien, cette hypothèse de base non questionnée a focalisé les études sur la recherche de particularités biologiques qui seraient à l'origine d'un développement sexuel anormal chez les non-hétéros, et plus précisément sur la recherche de facteurs de masculinisation incomplète ou de féminisation chez les hommes et inversement chez les femmes. Il faut aussi avoir conscience que nombre de personnes qui publient ou communiquent sur ce sujet sont animées par la volonté de prouver qu'il existe une détermination biologique de l'homosexualité parce qu'elles pensent ainsi lutter contre sa stigmatisation et sa discrimination en droit. Ça encourage aussi à surexposer et surinterpréter les données compatibles avec cette hypothèse. Et je souligne qu'à contrario, la volonté de montrer que l'effet de tel facteur biologique est inexistant, négligeable ou non démontré est quasi absente de la vulgarisation et a fortiori des programmes de recherche. Enfin, il faut souligner l'impossibilité, qui a déjà été brièvement évoquée, de mener des expériences contrôlées sur ce sujet. Alors ça n'a pas toujours été le cas, puisque vers le milieu du XXe siècle, on a tenté de soigner des hommes gays en leur greffant des testicules d'hétéros ou en leur injectant de la testostérone. Bon, en vain, ça n'a pas marché. Mais donc en l'absence de véritables expériences, on ne peut que s'appuyer sur des corrélations observables et puis sur des expériences de la nature dont les facteurs de confusion ne sont pas contrôlés. Donc ça laisse une grande place à l'interprétation des données et aussi à l'évaluation du degré de convergence des divers indices disponibles. Or, cette interprétation ainsi que la rigueur et l'exhaustivité de cette évaluation dépendent beaucoup du domaine d'expertise et des a priori des personnes qui font l'analyse. Voilà, ces éléments de contexte étant posés, donc voyons l'état des recherches selon mon analyse de la production scientifique sur le sujet. Alors, les hypothèses biologiques privilégiées, jusqu'à maintenant, elles s'inscrivent dans le modèle schématique suivant. Il existerait chez l'humain un substrat cérébral de l'orientation sexuelle bien défini qui déterminerait une sensibilité érotique à des signaux indicateurs d'un sexe ou de l'autre. Le développement de ce substrat cérébral serait directement influencé par son degré d'androgénisation, d'exposition aux hormones androgènes in utero, ou juste après la naissance, 2 périodes au cours desquelles les personnes pourvues de testicules connaissent un fort pic de production d'androgènes. Bon. Il dépendrait aussi du bagage génétique de la personne et ou de son environnement biologique gestationnel qui agirait soit directement sur le développement de ce substrat, soit indirectement en modulant son exposition aux androgènes. Alors, je signale à ce stade que rien ne milite en faveur d'une hypothèse que l'extrapolation abusive de certaines études animales sur les rongeurs amène pourtant souvent à présenter comme acquise. Il s'agit de
l'idée que l'orientation sexuelle, entre autres traits psychologiques, serait masculinisée par les œstrogènes issus de l'aromatisation des androgènes dans le cerveau. Alors, tout indique au contraire que chez l'être humain, au moins, ce mode d'action des androgènes est inexistant ou en tout cas absolument négligeable. Voilà, cette précision étant faite, voyons maintenant où en est l'hypothèse de l'effet de différentes expositions précoces aux androgènes chez les femmes d'abord. Alors, un premier type d'étude invoquée à l'appui de cette hypothèse est celle ayant trouvé une corrélation entre l'homosexualité et la virilisation de certains traits différents en moyenne entre femmes et hommes. Alors, il s'agit notamment du rapport des longueurs des 2e et 4e doigts, ou rapport 2D, 4D, des propriétés du système auditif, la stature et la latéralisation manuelle. Alors, des corrélations ont effectivement été trouvées avec ces traits, quoique pas toujours. Je signale en particulier qu'une étude publiée en 2007 sur près de 80 000 femmes n'a pas retrouvé le fameux lien avec le rapport 2D-4D. Mais ces études n'apportent que des indices en fait très peu probants d'un effet biologique notable. D'abord, les corrélations sont de taille modeste et plusieurs résultats souffrent de risques de biais. Ensuite, ces signes de virilisation ne sont que des indicateurs putatifs en fait, du degré d'androgénisation précoce. Certains de ces indicateurs étant même rejetés comme tels par des chercheurs du domaine, à mon sens à juste titre. C'est le cas notamment du rapport 2D-4D. Alors j'insiste dessus parce que la corrélation avec ce trait, c'est l'un des 2 arguments clés avancés en faveur de cette hypothèse biologique pour les femmes. Enfin, même s'il s'avérait exister une association réelle entre androgénisation précoce et orientation sexuelle, elle pourrait tout à fait être expliquée autrement que par un mécanisme biologique, ce qu'admettent même des chercheurs favorables à cette hypothèse. La virilisation d'un ensemble de traits physiques est en effet susceptible d'être perçue par les femmes concernées et par autrui comme une non-conformité aux normes de leur sexe, ceci créant un environnement favorable à des comportements également non conformes. Alors, ce qui est présenté comme l'indice vraiment le plus probant en faveur de cette hypothèse pour les femmes concerne celle dont je crois Serge Neff a parlé déjà tout à l'heure, née avec une hyperplasie congénitale des surrénales, des glandes surrénales. Donc, ces femmes produisent in utero de grandes quantités d'androgènes et elles naissent de ce fait avec des organes génitaux externes virilisés, voire d'apparence parfaitement masculine. Or, on a observé un taux d'androphilie exclusive en moyenne réduit chez ces personnes élevées en tant que femmes, avec un effet d'autant plus marqué que le degré de virilisation était important. Cela étant, comme l'admettent encore une fois même des chercheurs soutenant cette hypothèse, on ne peut rien en conclure concernant un effet des différences d'androgénisation précoce en population générale. On voit déjà que la plupart de ces femmes sont quand même exclusivement hétéros, malgré leur très forte androgénisation. Donc ça indique le poids bien plus lourd d'autres facteurs. Par ailleurs, notamment à cause de la virilisation de leurs organes génitaux et des vaginoplasties que la plupart de ces femmes subissent, leur vécu est vraiment très particulier et pourrait aussi expliquer qu'elles tendent à se détourner de relations hétérosexuelles qui les mettent particulièrement en difficulté. Enfin, 2 vastes études génétiques n'ont trouvé chez les femmes aucun signal de lien entre l'orientation sexuelle et les gènes clés de la voie androgénique, ce qui ne milite résolument pas en faveur de l'idée que le degré d'exposition aux androgènes a une influence notable sur l'orientation des femmes en population générale. Alors, qu'en est-il maintenant de cette hypothèse chez les hommes ? Alors, chez eux, en fait, les indices en faveur de cette hypothèse sont encore plus faibles. Dans les études ayant mobilisé des indicateurs putatifs de l'androgénisation précoce, soit aucun lien ne s'est dégagé dans un sens donné, soit on en a parfois trouvé, mais en fait plutôt dans le sens opposé à ce qui était attendu, c'est-à-dire suggérant une hypervirilisation des hommes bi ou gays. Par ailleurs, il existe aussi chez les hommes des expériences de la nature compatibles avec cette hypothèse, mais comme dans le cas des femmes avec hyperplasie des surrénales, en fait, l'orientation sexuelle des personnes concernées peut très bien s'expliquer autrement que par un degré d'androgénisation précoce de leur cerveau. Enfin, aucun lien avec les polymorphismes des gènes clés de la voie androgénique n'est ressorti des études génétiques faites sur les hommes. Alors, les données disponibles font que des chercheurs du domaine, certains ont changé d'avis, mais ils pensent maintenant que l'orientation des hommes, en fait, n'est pas modulée par les différences d'androgénisation précoce.
d'autres n'abandonnant pas cette hypothèse, mais admettant que leur influence ne pourrait être que faible, quoi qu'il arrive. Alors, qu'en est-il maintenant de la piste génétique ? Des données suggestives de facteurs génétiques sont mises en avant. En premier lieu, le constat répété d'une légère agrégation familiale de la non-hétérosexualité exclusive. Et puis, un autre constat moins bien établi fait en Italie du Nord qui pourrait suggérer l'existence de facteurs sur le chromosome X. Bon, mais ces données ne prouvent rien. Ce qui est jugé plus probant est le fait que le taux de concordance de l'orientation non hétérosexuelle entre frères jumeaux monozygotes a presque toujours été trouvé supérieur à celui entre jumeaux dizygotes. Cela étant, comme l'a souligné un leader de ces études, nombre d'entre elles souffrent d'un biais d'échantillonnage qui fait surestimer ce taux chez les monozygotes. Donc, selon les études, on va dire les moins soumises à ce biais, ce taux ne serait que d'environ 24% contre 15% chez les dizygotes. Sur cette base, on estime à environ un tiers de la variabilité de l'orientation sexuelle qui serait attribuable aux variations génétiques. Donc je dis au plus un tiers parce que cette estimation ne tient pas compte des effets des effets environnementaux propres aux jumeaux monozygotes. Par ailleurs, ces études ne prouvent nullement qu'il existe des gènes de l'orientation sexuelle, car les effets des différences génétiques entre individus peuvent très bien être en fait dus à des facteurs sociaux et culturels. Par exemple, des différences génétiques qui seraient liées à l'apparence physique peuvent influer sur la trajectoire psychosexuelle des personnes, simplement du fait d'une perception d'elles qui est différente. Donc, pour aller au-delà de ces données suggestives et commencer à dévoiler d'éventuels mécanismes biologiques de canalisation de l'orientation sexuelle, on a tenté d'identifier des facteurs génétiques précis. Alors, il y a d'abord les études de liaison qui, collectivement, n'ont indiqué aucune région du génome à coup sûr impliquée. Alors, c'est le cas en particulier de la région XQ28 du chromosome X, qui, dans les années 90, peut-être vous en souvenez, avait donné lieu à l'annonce délirante de la découverte du gène de l'homosexualité. Il y a ensuite 2 études de jeunes candidats qui ont été négatives, et puis 2 autres positives, mais non répliquées. Et enfin, les 3 études d'associations pangénomiques connues, dont 2 non publiées à ce jour, n'ont pas non plus permis de mettre en évidence ne serait-ce qu'un facteur génétique clairement impliqué. En fait, les résultats de ces études permettent déjà de savoir que si des polymorphismes génétiques sont impliqués dans la variabilité de l'orientation sexuelle masculine, eh bien, ils n'ont individuellement qu'une très petite influence, et cette influence est variable selon les populations et ou selon leur environnement. Alors, je ne détaille pas les études génétiques faites sur les femmes, qui sont bien moins nombreuses et dont on retiendra qu'elles n'ont rien permis d'établir non plus, et qu'elles pointent vers la même conclusion que celle que je viens d'énoncer pour les hommes. Donc, j'en viens maintenant à la 3e grande piste, jugée la plus prometteuse. Elle concerne un effet de l'environnement gestationnel qui serait spécifique aux hommes. On a remarqué que les hommes gays avaient en moyenne plus de grands frères que les hétéros. Alors, pour expliquer cette corrélation, les psychologues Blanchard et Bogart ont formulé l'hypothèse que lors d'une grossesse de fœtus masculin, la gestatrice développait des anticorps anti-mâles qui, lors d'une nouvelle grossesse de garçon, empêcheraient des molécules spécifiques au mâle de jouer le rôle de masculinisation des structures cérébrales responsables de l'orientation sexuelle, entre autres. Alors, selon Blanchard, de l'ordre de 20% des hommes gays devraient leur homosexualité à cet effet des grands frères. Non, mais vous riez, mais c'est vraiment l'hypothèse est considérée comme la plus sérieuse aujourd'hui par les biologistes. Donc, à l'appui de cette hypothèse, des indices de lien entre le nombre de grands frères et des marqueurs putatifs d'une altération de la virilisation ont d'abord été glanés. Bon, je passe vite là-dessus. Et puis, il y a un peu plus d'1 an, Blanchard et Bogart ont publié la première étude rapportant des corrélations dans le sens attendu avec des anticorps précis. Donc ça a amené certains à annoncer qu'on tenait enfin une première cause biologique d'homosexualité. Bon, pourtant, outre que cette étude reste à répliquer pour que son résultat puisse être considéré comme acquis, eh bien, la taille et la généralisabilité de l'effet des grands frères sont questionnables et questionnés. Certains éléments du raisonnement de Blanchard et Bogart reposent sur des résultats qui sont non répliqués ou qui sont contredits. Le mécanisme biologique envisagé reste complètement hypothétique.
Et enfin, il y a d'autres hypothèses explicatives qui ne peuvent absolument pas être écartées. Donc en définitive, cette troisième grande hypothèse biologique reste, comme les deux autres, à l'état de simple hypothèse. En fait, rien n'a pu être établi. Donc finalement, l'état des recherches de facteurs biologiques peut être synthétisé assez simplement. Aucun facteur biologique de canalisation de l'orientation sexuelle indépendante du vécu n'a pu être mis au jour chez l'être humain, et on ne dispose même pas de preuves qu'il en existe, c'est-à-dire qu'il existerait des prédispositions vraiment biologiques à être plus ou moins attirés par les hommes ou par les femmes. Par ailleurs, les éventuels effets cumulés des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement in utero sont assurément minoritaires si l'on en croit l'estimation qu'on n'a qu'une chance sur 4 d'être non hétéro quand on a un jumeau ou une jumelle monozygote qui l'est. Alors de plus, il est possible que ces effets soient dus à des mécanismes psychosociaux dépendants de l'environnement plutôt qu'à des mécanismes biologiques. Autrement dit, il se peut très bien que les éventuels facteurs biologiques ayant favorisé chez une personne le développement d'une orientation plutôt qu'une autre n'aient eu cet effet que parce qu'elle était plongée dans un environnement particulier et qu'elle aurait été différente dans un autre environnement. Il n'y a donc en particulier, à ce jour, pas d'argument scientifique solide soutenant l'idée qu'on naîtrait homosexuel, pas plus qu'on naîtrait hétéro, bi, gérontophile, attiré par les personnes aux cheveux frisés, férus de pratiques SM, etc. Par conséquent, on peut en toute rigueur pas avancer cet argument pour lutter contre l'homophobie, et je pense qu'il est vraiment pour le moins risqué de parier là-dessus. En outre, si on y réfléchit, il est absurde de faire dépendre l'acceptation sociale d'une tendance comportementale, quelle qu'elle soit, de la démonstration de son caractère inné. Je pense que c'est même contre-productif en l'occurrence, non seulement parce que ça revient à accepter la logique de celles et ceux qui rejettent l'homosexualité au motif qu'elle ne serait pas naturelle, mais aussi parce que concrètement, on l'a vu un petit peu, les explications biologiques avancées reposent toutes finalement sur l'idée que l'homosexualité c'est une forme d'exception vis-à-vis de ce que serait la féminité et la masculinité naturelle. Or, cette idée, en fait, c'est un des ressorts de l'homophobie. Alors, je termine en signalant que des voix s'élèvent, y compris au sein de ce champ de recherche, pour souligner que pour espérer contribuer à la compréhension de l'orientation sexuelle, les chercheurs devront au moins d'abord se mettre d'accord sur une définition opérationnelle, prendre en compte le caractère multidimensionnel de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire toute la complexité et la diversité des attirances et des vécus sexuels réels, plutôt que de coller à un modèle simpliste opposant juste androphilie à gynophilie ou hétérosexualité à homosexualité. Cesser de minorer ou même d'ignorer la bisexualité. Ne pas rejeter par principe l'idée que l'orientation sexuelle peut changer au cours de la vie. Et enfin, prendre en compte l'hypothèse que l'orientation sexuelle peut résulter du développement d'une aversion pour le sexe ou le genre non préféré, et pas seulement du développement d'une attirance préférentielle. Et là, nos conclusions se rejoignent finalement sur cette notion d'inhibition ou d'aversion. Voilà. Donc, en fait, peut-être que finalement, on trouvera que les êtres humains naissent par nature pansexuels, que c'est juste leur vécu dépendant de leur environnement affectif, social et culturel, qui favorise certains désirs et qui en inhibe d'autres, notamment selon le sexe dans lequel ils sont reconnus socialement. Merci pour votre attention.